Alors, il est 10 heures. Nous allons débuter ce webinaire. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je suis Nancy Cognon, chargée de communication pour France Université Numérique. Bienvenue dans ce webinaire dédié aux mots que la fac est pour moi. Nous avons aujourd'hui en tant qu'intervenante Céline Combette, maître de conférence en histoire du droit à Paris Panthéon-Assas. Ce webinaire sera également modéré par mes deux collègues, Hugo et Théo. Je vous laisse vous présenter. Bonjour, je m'appelle Hugo Fava, je suis chef de projet et je vais modérer ce webinaire avec Théo. Et moi, c'est Théo Grivet, je suis community manager et chargé de com chez France Université Numérique. Donc, on va modérer. Alors, le webinaire durera 50 minutes. À droite de votre écran, vous avez le chat. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Les questions seront relayées par mes collègues tout au long du webinaire. Toute la présentation sera enregistrée, donc pas de panique si vous avez raté un passage ou si vous devez vous déconnecter plus tôt. À la fin de ce webinaire, vous recevrez un mail de remerciement avec l'ensemble de ce webinaire. Donc voilà, je vais donner la parole à Céline Combette. Merci beaucoup et merci à Fun d'organiser ce webinaire et de donner donc ainsi l'occasion à ceux qui ont pu nous suivre déjà lors des différents MOOC d'orientation, eh bien d'avoir un débat ou au moins des questions qui pourront être posées ainsi en direct avec les personnes qui ont mis en place ces différents MOOC d'orientation. Merci donc à Fun, merci aux personnes qui se sont présentées juste avant moi, Nancy, Théo et Hugo, de participer à ce MOOC et merci aussi donc à vous qui avez suivi peut-être déjà le MOOC, la fac est pour moi, ou qui au moins s'intéressent à cette question de l'orientation après le baccalauréat. La fac, est-ce pour nous ou pas? Nous allons essayer de répondre à cette question à l'issue de ce webinaire. Alors, quelques mots de présentation très rapides sur moi. Comme l'a indiqué Nancy, je suis donc Céline Combette. Je suis maître de conférence à Paris Panthéon-Assas. Alors, je suis maître de conférence maintenant au sein de cette université en histoire du droit. Je suis maître de conférence au sein de cette université, je crois, depuis maintenant à peu près 12 ans. 12-13 ans. Pourquoi est-ce que je fais de l'histoire du droit? Alors, j'ai fait un cursus classique en droit. J'ai fait mes 5 ans d'études en droit, avec une spécialisation même en droit pénal, puisque je voulais devenir avocate spécialisée en droit pénal. J'ai obtenu l'examen d'entrée à l'école du barreau, j'en suis même très fier, parce que c'est qu'un examen quand même important dans une vie, je pense. Mais au cours justement de ce DEA j'avais fait un DEA de sciences criminelles. Au cours de ce DEA de sciences criminelles, j'ai fait la connaissance de la recherche et notamment de la recherche en histoire du droit grâce à un professeur de l'université. Alors l'histoire du droit m'avait toujours plu. C'est une matière que l'on a dès la première année à l'université en droit. On a toutes les matières d'histoire du droit. On a du droit, l'introduction historique au droit, l'histoire du droit des institutions, l'histoire du droit administratif, l'histoire du droit pénal. Voilà, on fait plein d'introductions au droit où on développe plein de notions d'histoire du droit. Et la matière m'avait toujours plu. J'avais eu toujours de très bons résultats dans ce domaine, mais je ne voyais pas de débouché, on va dire, professionnel dans cette matière. Donc j'avais été sur quelque chose de très pratique, le métier d'avocat. Et donc, c'est au sein de ce DEA de sciences criminelles que j'ai donc fait la connaissance de cet historien et de la recherche en histoire du droit. Et depuis, eh bien voilà. Ce qui me mène jusqu'à vous aujourd'hui, et j'en suis absolument ravi. Alors, vous verrez, c'est ce que je dis également aux étudiants que je reçois à Paris Panthéon-Assas en général. On rentre avec une idée à l'université, notamment en droit, avec l'université, je voudrais être magistrat spécialisé pour les enfants ou des choses comme ça, avocat pénaliste, voilà ce que je voulais être, moi, soit dit en passant. Et chemin faisant, les rencontres également sont extrêmement importantes, chemin faisant, avec les rencontres, eh bien, on se dirige vers d'autres voies que celles qu'on avait tracées au départ, mais c'est tout à fait normal. Bon, l'important, et c'est l'objet de la réunion d'aujourd'hui, c'est déjà, on va dire, de s'informer sur ce que l'on pourrait débuter à l'issue, après l'obtention du baccalauréat. Alors, le MOOC que nous avons mis en place, donc la fac est pour moi, a été le second
voire le troisième que nous mettions en place, on avait déjà mis à Paris Panthéon-Assas 2 autres MOOC en place. Le droit est pour moi et l'économie pour qui, pourquoi. Ces 2 MOOC qui traitent donc tout simplement des domaines dans lesquels l'université Paris-Panthéon-Assas est, on va dire, à ses filières principales. Ces 2 MOOC nous avaient montré qu'il y avait une question beaucoup plus générale qui intervenait, parce qu'au-delà de est-ce que le droit est pour moi, est-ce que l'économie c'est fait pour moi également, et il y avait une question beaucoup plus fondamentale et qu'on n'avait peut-être pas assez anticipée, c'est tout simplement est-ce que la fac c'est pour moi? En effet, pour pouvoir faire des études à l'université, alors on va dire que tout à chacun ne peut pas suivre ses études à l'université, tout simplement parce que parfois, eh bien, ils n'ont pas, on reviendra dessus, mais l'autonomie suffisante, ils n'ont pas la maîtrise de certaines notions de base. On va voir notamment que pour le droit, il faut avoir une très bonne maîtrise du français parce que vous allez avoir pour le droit beaucoup de textes à lire, à décrire, à travailler. Donc il faut avoir une très bonne maîtrise du français. Et l'économie, ben, pareil, il faut avoir une très bonne maîtrise. Alors certains étudiants qui font notamment sciences économiques se disaient bah, je suis fait pour faire des études d'économie, ça me plaît au lycée, donc je suis fait pour cela. Et ils se rendaient compte eh bien, que l'économie à l'université avait un penchant beaucoup plus scientifique que véritablement littéraire. Donc ils s'en trouvaient assez, comment dire, euh, le grand mot, ça serait coincé, mais c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que l'orientation qu'ils s'étaient donnée ne correspondait pas à ce qu'ils avaient anticipé. Donc voilà. Donc on a essayé, grâce à ces différents MOOC, de vous offrir différentes briques que vous pourrez ainsi agrémenter, et avec d'autres MOOC. Hein, voilà, on ne prétend pas détenir le savoir absolu, et bien au contraire, renseignez-vous, on reviendra dessus au cours de cette présentation, renseignez-vous le plus possible sur l'orientation pour ne pas avoir des déconvenus tels que j'ai pu voir des étudiants avoir et être extrêmement peinés justement de devoir se réorienter soit à l'issue du premier semestre, soit en fin d'année parce que la filière, voire l'orientation qu'ils avaient donnée, l'université, ne correspondait pas du tout à leurs attentes. Donc là, vous êtes là aujourd'hui et c'est extrêmement bien de votre part parce que vous faites déjà un pas absolu, on va dire, sur cette orientation non pas subie, mais volontaire vers l'université. Alors j'ai prévu une petite présentation pour moi, tout simplement pour ne pas perdre les différentes idées que je voulais développer avec vous aujourd'hui. Et ma présentation, elle s'articulera en 3 points. Premier point, on va que faut-il faire en gros? Eh bien, tout d'abord, réfléchir sur ses choix. Ça, c'est le premier point que vous devez absolument avoir en tête. On va se poser différentes questions avant de se dire, bah oui, l'université, c'est fait pour moi. Et première question, eh bien, il va falloir réfléchir à ses choix. Deuxième question, quelles sont les études pour lesquelles je pourrais être destiné? Donc, découvrir les études à l'université, ce sera notre deuxième question que l'on se posera. Et enfin, troisième point, on verra qu'il faut anticiper, j'allais dire totalement, mais c'est le cas, anticiper ce qui va changer dans sa vie lorsqu'on le fait un pas, mais un pas considérable entre le secondaire et le supérieur. Le delta est important, même si, et là je le dis dès à présent, même si dans le supérieur, bien évidemment, on s'appuie sur les acquis, sur les compétences que les lycéens ont pu acquérir au cours du secondaire. Alors, on vient simplement ajouter des étages sur ce savoir que chacun est en train de se construire, mais c'est véritablement sur une base très solide sur laquelle nous, à l'université, on s'appuie. Alors, généralement, je reprends une image qui marche plutôt bien avec mes étudiants, donc je pense qu'elle va, et j'espère, bien marcher avec vous. C'est comme pour la construction d'un bâtiment. Pour construire un bâtiment, vous avez besoin de fondations solides. Eh bien, c'est cela. Quand on rentre à l'université, les universitaires, vos futurs enseignants, ont besoin de fondations très solides sur lesquelles ensuite eux-mêmes s'appuient
pour construire les différents étages qui formeront, on va dire, un magnifique bâtiment à l'issue de votre formation à l'université. Donc voilà, sans fondation solide, nous, après, on peine. Alors, cela ne veut pas dire que, je vais reprendre mon cas personnel, il faut absolument, être le meilleur au lycée, hein, on a, notamment en droit, des étudiants qui, au lycée n'avaient pas forcément trouvé, leur voie et qui, à l'université, se révèlent. Mais il faut quand même des bases solides, notamment dans certaines matières, lorsque les fameux attendus que vous pourrez trouver sur Parcoursup, nous y reviendrons, ces attendus dits nationaux donne un cadrage, le cadrage général que l'on attend à l'université. Donc s'il y a des domaines dans lesquels vous êtes, plus ou moins, bon, je m'interrogerai dessus. Je reprends toujours comme exemple celui de l'économie, mais tel est le cas en économie à l'université. On va voir cette économie d'abord et avant tout d'un point de vue, très mathématique, très logique et non pas, comme les lycéens ont tendance à le voir au lycée, c'est-à-dire à travers des grands courants doctrinaux. Vous les verrez, bien évidemment, mais ça prendra une place beaucoup moins importante, tout du moins en début de cursus universitaire. Donc, il faut véritablement réfléchir avant de s'engager dans un cursus et réfléchir sur est-ce que j'ai bien ce fameux terrain solide, ces fameuses fondations pour débuter à l'université. Alors, je vais peut-être faire déjà une petite pause avant de faire mes développements successifs et voir s'il y a éventuellement des questions sur ce que j'ai déjà indiqué tout de suite. Alors, je regarde un petit peu dans le chat, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de. Pour le moment, non. Pour le moment, il n'y a pas de questions, non. Je suis donc parfaitement clair, c'est parfaitement limpide pour tout le monde. Alors, je vais continuer donc mes développements. Donc, encore une fois, on va le faire sous la forme de 3 points. Réfléchir à ses choix, découvrir les études à l'université et enfin anticiper le plus possible ce qui va changer dans sa vie. Encore une fois, on passe, et les mots sont là, les mots sont importants, du statut de lycéen à celui d'étudiant. Étudiant qui mène directement ensuite à la voie de l'insertion professionnelle. Donc on est véritablement là sur la fin de quelque chose qui a commencé depuis très longtemps, sur la fin des études pour entrer. C'est véritablement l'antichambre, l'université de l'insertion professionnelle. Donc commençons par ce premier point, réfléchir à ses choix. Réfléchir à ses choix, c'est quoi? Eh bien, c'est tout d'abord mener une sorte de travail introspectif. Travail introspectif, c'est-à-dire réfléchir à ce que je suis, moi. Quel genre d'études j'aimerais faire? C'est la première question que vous devez vous poser. Et là, sur cette question, ne vous censurez pas. Quelles études j'aimerais faire? Ensuite, d'autres questions qui sont extrêmement importantes pour l'université, est-ce que j'ai les compétences d'aller vers les études que j'envisage? Autre question que vous devez vous poser, au final, comment moi je perçois le travail? On reviendra sur cette question tout à l'heure. On verra qu'elle est extrêmement importante pour l'université. Et enfin, comment, au final, je peux faire mes choix? Parce qu'on est face parfois, n'oublions pas, et nous avons tous eu une vingtaine d'années, 18-20 ans, et on sait tous qu'à ce moment-là, les questions sont importantes et parfois nombreuses, et on n'a pas forcément la possibilité encore d'avoir les réponses. Alors moi, quand je me suis inscrite à l'université pour faire une fac de droit, j'hésitais énormément. J'hésitais entre l'histoire et le droit. Alors, je savais que je voulais continuer, et on reviendra dessus, par des études longues. Je me disais qu'en final, c'était assez confortable d'être dans les études et que je me voyais bien continuer par un cursus long. Donc là, déjà, une première réponse à quel genre d'études. Et ensuite, eh bien, je m'interrogeais par contre sur les études en elles-mêmes. Est-ce que, premier choix, je voulais faire du droit? Le droit revenait assez fréquemment dans cette question, mais il y a une autre filière qui revenait tout autant, c'était l'histoire. Est-ce que je veux faire aussi de l'histoire? Vous voyez, au final, j'ai fini en histoire du droit, pas très loin de mes 2 interrogations que j'avais au moment où j'étais au lycée en terminale. Et je peux vous garantir que cette interrogation, alors j'ai fait
et on reviendra également dessus tout à l'heure, j'ai fait beaucoup de salons, j'ai lu énormément d'ouvrages, le droit, l'histoire, et je me suis décidée, on va voir que c'est peut-être pas bon, mais au moins, c'est comme ça que moi je me suis décidée. Je me suis décidée, ben, alors je suis très vieille, ne m'en veuillez pas, mais je me suis inscrite moi à l'université sur Minitel, pour ceux qui connaissent, et au moment de mon choix, sur Minitel, il fallait là encore lister des vœux. Et bien, premier vœu, j'ai mis droit et ensuite histoire. Voilà, et j'ai, continué mes études ensuite en droit. Donc vous voyez, c'est une interrogation, une introspection que vous devez vous mener en vous. C'est: «Qu'est-ce que je veux faire d'abord?» Alors qu'est-ce qui me menait vers l'histoire? Qu'est-ce qui me menait vers le droit? L'histoire tout simplement, bah, c'est un domaine dans lequel en gros j'excellais, j'étais très bonne depuis, le collège, donc je me disais: «Bah, pourquoi pas en histoire?» Tes résultats sont très bons, j'avais fréquemment des 18 voire des 20 dans cette matière, donc je me disais: «Bon, heu, on va dire là, tu sauras, où aller parce que c'est, une matière que tu maîtrises.» Et le droit, j'en avais jamais fait. Et au lycée, désormais, vous en faites, mais pas tel que vous le verrez, à l'université. On traitera de ce point ce soir dans l'autre, webinaire qu'on animera. Mais donc j'en avais fait, mais pas tant que cela, et même quasiment pas. Je savais à peu près ce qu'était le droit, mais j'en avais pas véritablement, je ne cernais pas exactement ce qu'était la matière. Personne dans ma famille n'a fait du droit. Mon père est cordonnier, donc c'est vous dire si on en était loin. Donc voilà, je n'avais pas de possibilité de véritablement connaître ce qu'était le droit. Donc bon, mais je savais un certain nombre d'attirances pour cette matière. Alors d'abord, j'étais bonne également en français, en rédaction. Pour l'histoire, c'est important aussi de savoir bien rédiger, donc j'étais bonne en rédaction, et puis je sentais que j'avais quand même une petite fibre, pour aimer la société. Donc je me disais: «C'est peut-être cela qui va faire, l'affaire.» Et puis j'avais découvert lors d'un passage en bibliothèque le code civil, et j'étais extrêmement attirée par ce petit manuel rouge qui me parlait énormément, et je me disais: «Mais il faut que tu absolument, tu maîtrises ce code civil, qui a l'air, extrêmement, plein de mystères, et il faut que tu perces le secret de ce code civil.» Donc bon, et au final, bon, j'ai fait du droit, et le premier cours que j'ai eu en amphi, j'étais pas une super lycéenne, hein. J'étais, on va dire, moyenne plus que moyenne, mais voilà, j'avais pas un attrait formidable pour les études. Je savais que je voulais faire des études longues, mais voilà, je devais avoir 12-13 de moyenne. C'était pas extraordinaire. En français, j'avais eu 14 et 14, je crois, 14 à l'écrit, 14 à l'oral. Voilà, j'étais, on va dire, moyenne plus, avec une envie de travailler. Ça, par contre, c'est quelque chose, d'important. Il faut avoir envie de travailler, et je pense que je travaille énormément, même encore aujourd'hui. Donc j'avais cette définition déjà qui s'imposait, et le premier cours que j'ai eu en amphi, c'était un cours de droit civil, je m'en rappellerai toute ma vie. Je suis rentré, alors déjà l'amphi énorme, attendez-vous à l'université à voir, de grandes, de grandes salles de cours, puisqu'on est en amphithéâtre, et l'amphithéâtre dans lequel j'étais avait quasiment 600 places. C'était en bois, donc vraiment, il y avait une atmosphère d'université telle qu'on peut le voir dans les films. Moi, j'y étais, ça y est. J'étais dans cette université. Le premier cours que j'ai eu, donc, c'est un cours de droit civil. Et à l'issue de ce cours de droit civil, ben, je me suis dit: «Mais je veux faire ça à vie.» Voilà. Ça, le premier cours a été, mais alors m'a, littéralement, scotché à mon banc, parce qu'on était sur des bancs d'amphithéâtre, m'a scotché à mon banc d'amphithéâtre, donc c'était absolument, voilà, quelque chose, et là encore aujourd'hui, je me revois à l'issue de ce premier cours, assise dans l'amphi, et me dire: «Je veux faire ça.» Et voilà, aujourd'hui, je fais ça, mais de l'autre côté, ce qui est parfois également un peu mieux, hein. C'est par contre, on aime bien, enseignants, vous avoir devant nous, en amphithéâtre, et parfois, alors donner nos cours, ça bien évidemment, mais parfois avoir de l'interaction avec vous, parce que c'est aussi ça, l'université, c'est pouvoir, dialoguer, échanger avec les étudiants. Bon, pas autant qu'on le souhaiterait, parce que vous l'avez compris, vous serez énormément, mais on aime, dialoguer avec vous. Donc première question à se poser, on va dire: quel genre d'études? Est-ce que je veux aller sur des études longues, et l'université vous propose
des études longues, licence, 3 ans, master, 2 ans, doctorat, 3 ans. Donc si on fait le cumul, on est à 8 ans d'université. Alors, en général, les étudiants s'arrêtent après le master. Très peu vont faire de la recherche, donc vont jusqu'au doctorat, mais 5 ans, quand on parle à un lycéen qui est en terminale ou en première, quand on lui dit: «Bah, tu resignes à l'université pour 5 ans», parfois certains ont peur de s'engager sur une durée aussi importante. Alors sachez également, et c'est ce que je dis à mes étudiants dès la première année, que le temps à l'université, on a l'impression que c'est pas le même temps que dans la vie, hein. Ils s'endorment, on va dire, en première année, ils se réveillent, ils sont, déjà, à la fin du master 2, hein. C'est, un temps qui fuit, mais de façon, terrible. Donc on n'a pas, ces 5 ans, je peux vous garantir qu'ils passeront comme un rien. Et c'est même parfois, un peu, pas catastrophique, mais, un peu, dangereux pour l'étudiant parce qu'il a tendance à penser que, on reviendra également sur ce point tout à l'heure, eh bien que, il a le temps puisqu'il n'y a pas de contrôle régulier à l'université, il a le temps de pouvoir, travailler et au final, eh bien, il se réveille et le temps a déjà filé et on est déjà au partiel et l'année arrive quasiment à sa fin. Puisque vous avez à l'université, 2 périodes, d'examen, ce qu'on appelle les partiels. Partiels que vous passez à l'issue du premier semestre et à l'issue du second semestre. Les partiels du premier semestre portent sur les matières que vous avez étudiées à l'issue du premier semestre, pendant tout le premier semestre plus exactement, et les partiels du second semestre portent sur les matières étudiées au cours de ce second semestre. On fait la moyenne, 10 sur 20, eh bien, bienvenue en deuxième année, troisième année, etc. Inférieur à 10, eh bien, vous devez passer en ce qu'on appelle la session de rattrapage. Alors, il ne faut pas oublier également qu'à l'université, on est dans un schéma qui s'appelle le LMD, licence, master, doctorat. Entre chaque étape, licence, master, doctorat, avant le passage se faisait, automatiquement par l'effet de la moyenne. Désormais, entre la licence et le master, il y a une sélection qui s'effectue. Donc, vous ne pouvez pas aller en master, on va dire, librement. Il faudra être sélectionné pour aller dans le master qui correspond au choix de la spécialité que vous aurez choisie. Et cette spécialité, elle, elle se met en place grâce aux différentes matières que vous aurez pu étudier au cours des années de licence. Voilà. Donc, première question, études longues et études courtes. Si les études courtes emportent votre choix, eh bien, il faut aller vers les buts. 3 ans, qui sont dispensés par des établissements universitaires, mais dont la finalité, au bout de ces 3 ans, va à l'insertion professionnelle. But, c'est l'insertion professionnelle au bout des 3 ans, avec un côté beaucoup plus pratique que dans le LMD, la licence, master, doctorat. Nous, là, le côté pratique, on le voit au fur et à mesure, alors que dans le but, il se met en place beaucoup plus tôt. Voilà, tout d'abord, la première question, études longues, études courtes. Ensuite, les autres questions que vous devez vous poser quant à ces études, aux études que vous voulez suivre, c'est est-ce que j'ai la capacité, les compétences pour aller dans le domaine que je veux étudier? Et là, eh bien, on va dire que Parcoursup est une grande aide pour vous parce que chaque établissement, alors tout d'abord au niveau national, on a déterminé quelles devaient être les grandes compétences acquises par le lycéen dans le secondaire pour pouvoir envisager d'aller vers tel type d'études. Et chaque établissement ensuite a donné ce qu'on appelle les attendus locaux qui correspondent à quelles sont les compétences dans l'établissement que vous envisagez pour la filière que vous souhaitez désormais suivre. Donc voilà, deuxième interrogation que vous devez vous poser, c'est est-ce que j'ai les compétences demandées, requises pour aller vers la filière que j'envisage? Et encore une fois, l'université a besoin d'un certain nombre de compétences et je ne le redirai jamais assez au cours de cette présentation, l'expression écrite et orale est extrêmement importante pour toutes les filières envisagées à l'université. Voilà, ça c'est quelque chose, on va dire de très général, pour l'université, pour la fac. Il faut maîtriser le français le plus correctement possible. Il faut également avoir une culture approfondie.
culture que vous allez encore plus approfondir au fur et à mesure de vos années dans le supérieur. Ça, c'est quelque chose également, qu'il faut avoir en tête. La culture est extrêmement importante dès le départ à l'université parce qu'elle fait partie, de ces fameux socles sur lesquels nous, on vient ensuite, s'appuyer pour construire, votre cursus universitaire. Alors je vais accélérer un petit peu parce que je vois que le temps, file. Il faut avoir également en tête, dans ces différentes interrogations, que vous devez mener, que le rythme n'est pas le même au sein de l'université et donc s'interroger sur: «Quel est mon rythme à moi?» À l'université, vous aurez à peu près une vingtaine d'heures de cours en amphithéâtre. D'accord? Une vingtaine d'heures par rapport au lycée, c'est j'allais dire c'est pas grand-chose, mais c'est déjà beaucoup, mais c'est pas, autant que dans le lycée. Donc le rythme est différent. Est-ce que ce rythme va me convenir? Alors pourquoi est-ce que je parle de rythme? Parce que ça débouche sur une notion extrêmement importante à l'université, c'est celui de l'autonomie. Est-ce que j'ai l'autonomie suffisante pour suivre des études à l'université? Certains ont besoin, que quelqu'un leur donne un rythme, un enseignant en disant: «Beh, tel jour tu me rendras tel devoir, j'ai un devoir dans tel domaine, j'ai un devoir dans tel domaine», ça donne du rythme. D'autres vivent relativement bien l'autonomie, c'est-à-dire que à l'université, si vous ne préparez pas vos interrogations, si vous ne préparez pas, si vous ne relisez pas vos cours plus exactement, personne ne sera derrière vous. C'est, on va dire, l'université, le royaume de l'autonomie. C'est à vous de vous dire: «Bah, tel jour, je vais travailler cette matière, puisque le lendemain, j'ai à nouveau cette matière, il faut que je relise les prises de notes de la veille», et cetera. Donc il y a tout un travail à faire sur se déterminer soi-même, c'est-à-dire: «Est-ce que j'ai l'autonomie suffisante pour aller à l'université?» C'est une question, j'allais dire quasi fondamentale, mais presque fondamentale. Savoir si je suis assez autonome pour suivre les études à l'université. Est-ce que j'ai besoin d'une contrainte extérieure pour faire ces études à l'université ou au contraire, ma propre contrainte que je vais m'imposer moi-même est suffisante? Alors, j'ai fini avec mon premier point qui, vous voyez, était relativement long et je vais peut-être prendre une ou 2 questions sur ce, 1er point. Le deuxième point sera découvrir les études à l'université. Comment découvrir les études à l'université? Alors, on a une première question de Erwan qui demande: «Après un bac pro, quelles sont les études sup qui peuvent aller à la fac?» Alors, après un bac pro, si je reprends les différentes statistiques pour l'université, qui, s'offrent à nous, malheureusement, ces bacs pro ne réussissent pas forcément très bien, voire pas du tout, à l'université. C'est une donnée que nous avons. Pourquoi? Eh bien parce que comme je l'ai indiqué, il faut à savoir des compétences, un socle suffisamment solide, notamment en matière de rédaction, en français donc, pour pouvoir poursuivre à l'université. Or, dans les bacs pro, vous avez une portée beaucoup plus pratique que théorique, et cette portée pratique ne vous permet pas normalement de pouvoir suivre à l'université comme, on va dire, des étudiants qui ont suivi un bac généraliste. Donc, heu, je suis réservée pour les bacs pro à l'université. Pour la licence, master, doctorat. Pour les buts, là, c'est chaque but, il faut regarder la définition, les compétences qui sont demandées pour chaque but, pour voir si vous rentrez dans les compétences attendues. Alors, pour l'université, je reviens dans le domaine que je connais le plus, l'université, la licence donc, il y a des exceptions. Heureusement, il y a des exceptions. Mais, on va dire en général, les étudiants, les lycéens qui sortent de bac professionnel ne réussissent pas à l'université. J'en suis extrêmement désolée, mais, c'est un fait, on va dire, que les chiffres, pour lesquels les chiffres nous donnent raison malheureusement. Alors peut-être une autre question? On a une deuxième question d'Emma, Oui. alors qui dit: «Bonjour, comment pouvons-nous savoir si nous avons les fondations attendues?» Alors, quand je parle de fondation, hein, vous avez compris, c'est un grand mot. Regardez tout simplement, et on reviendra dessus tout à l'heure sur les fameuses compétences, les attendus qui sont définis et qui sont donnés sur Parcoursup. Après, ça va être à vous de faire, on va dire un état des lieux, de vos propres compétences et savoir si elles correspondent à celles qui sont définies, justement au niveau d'abord national,
puis au niveau local. Ça, c'est un travail purement personnel. C'est à vous de vous dire, est-ce qu'on me dit, alors je vais reprendre notamment, attendez, j'ai dû les noter quelque part pour le droit ce soir, parmi les attendus en droit, voilà. Savoir mobiliser des compétences d'expression écrite et orale qui témoignent de qualités rédactionnelles et oratoires. Voilà. Pour moi, cette définition, bon, elle veut tout dire. Et en effet, eh ben, dans la pratique, qu'est-ce qu'elle veut dire? Si vous avez d'énormes difficultés, alors déjà, vous n'arrivez pas à rédiger. C'est un travail pour vous qui implique plusieurs heures sans pouvoir réussir à mettre véritablement quelque chose par écrit. Il faut peut-être vous interroger. Pareil, si lire est pour vous quelque chose de compliqué, qui vous prend du temps et qui ne vous motive pas, pareil, il faut vous interroger. Et les résultats que vous avez obtenus dans le secondaire doivent conforter un petit peu cette première approche que vous avez sur vous. Si vos résultats ne sont pas bons, on va dire en français, ça donne quand même un certain nombre de renseignements sur cette rédaction. Voilà, malheureusement, les résultats sont également un critère très objectif. Le critère subjectif, c'est vous. Vous confrontez avec vos résultats, vos attentes, tout simplement. Et après, eh bien, il y a le critère objectif. Les deux cumulés doivent vous permettre de vous déterminer en fonction des différents attendus qui ont été définis dans les différentes filières. J'espère avoir répondu à votre interrogation. Alors peut-être encore une petite question, et après j'enchaînerai avec mon deuxième point. Oui, alors on a une question de Christophe qui demande: «Bonjour, université et IAE, est-ce la même chose?» Alors les IAE, nous on n'en a pas à Paris Panthéon-Assas, vous en avez notamment à Panthéon-Sorbonne. C'est des instituts d'économie appliquée. Dans la matérialité, ce sont des cursus universitaires, mais si je ne me trompe pas, pour lesquels vous êtes en moins grand nombre. Donc c'est la même chose parce que c'est dispensé dans un cadre universitaire, mais dans lesquels vous êtes en moins grand nombre. Alors peut-être encore une petite question? Oui, alors on a une question de Christophe. Le nombre de places étant limité en amphi, quels sont les critères retenus pour choisir les étudiants? Alors, le nombre de places en amphi, c'est ce qu'on appelle la capacité d'accueil. Cette capacité d'accueil, elle est définie par chaque université. Avant que vous fassiez, vous, vos vœux sur Parcoursup, on va définir le nombre d'étudiants qu'on peut accepter, ce qu'on appelle les primo-entrants. Les primo-entrants, ce sont les étudiants qui viennent d'obtenir le baccalauréat ou qui ont obtenu ce baccalauréat 1 an avant, 2 ans avant, et cetera, mais qui n'ont jamais étudié dans le domaine qu'ils demandent désormais. Hem, Après, comment nous, on se détermine? Eh bien, vous avez, une application que vous devez, bien maîtriser désormais, ou tout du moins vous êtes en cours de maîtrise de cette application que nous connaissons également fort bien à l'université, qui s'appelle Parcoursup. Sur Parcoursup, vous allez entrer vos différents résultats. Vous allez rentrer également, alors ça c'est l'établissement, je crois qu'il rentre votre fiche à venir. Vous allez rentrer le fameux pavé de motivation, etc. Et à partir de ces différents éléments, il y a une commission. Et il y a des humains dans ces commissions qui vont délibérer justement sur un classement. Alors oui, il y a un outil d'aide à la décision. Cet outil d'aide à la décision prend en compte vos résultats académiques, nous donne déjà un premier classement, et ensuite la commission, eh bien, en fonction d'autres critères, donne un avis définitif sur un classement, établit un classement définitif. Voilà. Donc il y a bien des humains, et j'en suis la preuve devant vous. Je fais partie de la commission Parcoursup de mon établissement, donc il y a bien des humains qui interviennent sur Parcoursup. Il n'y a pas qu'un simple algorithme. Voilà, les choses sont dites. Alors, je vais peut-être continuer ma présentation et je reprendrai d'autres questions ensuite. Alors, le deuxième point extrêmement important et qui répond peut-être à une ou deux interrogations que nous venons d'avoir, comment découvrir les études à l'université? Alors, vous allez voir que
Alors ça, c'est un point, que je n'avais pas mis, dans ma prise de notes et auquel, j'ai pensé parce que nous-mêmes, on s'engage sur cette voie-là à Panthéon. À SAS, on met de plus en plus en place des journées d'immersion. Donc ça, c'est extrêmement important lorsque vous avez l'idée, d'une filière dans laquelle vous pourriez poursuivre. Les universités, alors pas toutes et vous comprenez que ce sont par des simples raisons, matérielles, pas toutes ne proposent justement ces journées d'immersion, mais si vous avez la possibilité d'avoir une de ces journées d'immersion, c'est la meilleure façon possible de connaître la filière pour laquelle vous envisagez de poursuivre vos études. Vraiment, ces journées d'immersion, elles sont fantastiques. Mais encore une fois, on est contraint. Alors, les places dans les amphithéâtres, malheureusement, c'est un manque de place tout simplement dans les amphithéâtres si on ne parvient pas à faire ces journées d'immersion. Mais pour connaître les différentes filières, vous avez déjà quelque chose d'extrêmement important, ce sont les différents salons qui sont organisés. Alors, ces salons peuvent être extérieurs à vos établissements, mais vos propres établissements peuvent également proposer des salons d'orientation, des forums d'orientation au sein même de l'établissement. Et nous-mêmes, établissements supérieurs, nous répondons tant qu'on le peut, aussi souvent qu'on le peut, mais on est souvent, très, très souvent sollicité. On répond aussi souvent qu'on le veut pour participer à ces forums d'orientation à l'intérieur même des établissements. Donc vous en avez à l'extérieur, il y en a un d'ailleurs ce week-end en région parisienne, à Paris même, porte de Versailles, je crois, en matière d'orientation. On y est sur 3 jours, du vendredi, samedi, dimanche, quelque chose comme ça. Donc voilà, ça permet déjà de faire un tour des différentes universités pour lesquelles on a une idée qu'on voudrait poursuivre et parfois, eh bien, on découvre des formations. On n'avait pas l'idée d'une formation et grâce à ces salons, on la découvre. Et vous avez encore une fois les différents forums qui sont faits au sein de vos établissements. Je vais accélérer un petit peu parce que je vois le temps s'écouler. Vous avez également des journées portes ouvertes qui sont organisées par les différents établissements du supérieur. Alors en général, on publie sur le site internet ces différentes journées d'accueil pour les différents. Je ne sais même pas si le CIO pardon, des études supérieures ne propose pas également un document qui récapitule ces différentes journées portes ouvertes. Pareil, c'est extrêmement important. Alors, outre les présentations des différentes filières que ces établissements proposent, il y a quelque chose d'autre également d'extrêmement important, c'est que vous allez vous déplacer au sein de l'établissement dans lequel vous envisagez de poursuivre vos études. Et pourquoi est-ce que c'est important? Alors déjà pour voir un peu l'établissement lui-même, concrètement à quoi il correspond, mais également ça permet parfois d'établir le temps de trajet entre votre domicile ou là où vous vivrez et le lieu de l'enseignement. Sachez que plus vous vous éloignez de votre établissement d'enseignement, de votre lieu de domicile, moins les résultats seront bons. Donc il faut essayer d'être le plus proche possible de son lieu de vie. Alors moi j'étais à peu près à 35 minutes, heu, plus d'une heure, je peux vous garantir que ça devient très, très, très compliqué pour pouvoir suivre, les cours, de façon, parfaite. Par les centres d'information et d'orientation, mais également sur Parcoursup. Parcoursup, vous en avez peur et parfois à raison, parce que, ben, c'est lui qui va, in fine, vous donner, les établissements dans lesquels vous serez accepté. Mais Parcoursup est une mine d'informations, mais incroyable. Commencez à découvrir le site, utilisez-le, véritablement, vous verrez que vous avez mais toutes les informations utiles sont reportées sur Parcoursup. Donc c'est un document, un site extrêmement important et bien évidemment par les MOOC qui ont été mis en place en termes d'orientation et d'insertion et FunMOOC propose véritablement est extrêmement riche en termes justement de MOOC d'orientation. Donc, découvrez les différentes pages euh, sur les MOOC d'orientation qui sont proposés. Et enfin, bon, troisième point, et ensuite je ne prendrai que des questions, comme ça me permet de terminer. Anticiper. Anticiper ce qui va changer dans votre vie. Anticiper ce qui va changer dans votre vie d'un point de vue matériel. Est-ce qu'il faut que je prenne un appartement, un logement? Comment financer ce logement? Des questions très pratiques, mais extrêmement importantes. Alors moi, quand j'ai fait mon DEA, de sciences criminelles, je peux vous garantir que, eh bien, je n'avais pas assez anticipé. Voilà. Je me suis retrouvé à chercher, des sources de financement, parce que
les bac+5 à l'époque n'étaient pas financés, donc il a fallu que je trouve du travail. Enfin bref, voilà, c'était pas les conditions les plus favorables pour poursuivre les études, donc je peux vous en parler à bon escient. Il faut anticiper d'un point de vue matériel et anticiper également d'un point de vue intellectuel. Alors quand je dis anticiper d'un point de vue intellectuel, non. Quand on envisage notamment des études de droit, prendre des cours de droit avant de rentrer à l'université, ça ne sert à rien, mais absolument à rien. Voilà, ça c'est la chose sur laquelle je ne lâcherai rien. Prendre des cours anticipés de droit avant de commencer les études, ça ne sert à rien, et c'est pareil en psycho, et c'est pareil dans tous les domaines, sociologie, archéologie, etc. Ça ne sert à rien. Par contre, anticiper d'un point de vue intellectuel, eh bien, c'est tout simplement commencer à s'intéresser peut-être un peu plus au domaine, mais en lisant le journal, parce que le droit, par exemple, c'est la société. S'intéresser donc à la société en elle-même, qu'est-ce qui se passe, quelles sont les questions d'actualité, lire. Puisque on a vu l'université, c'est le royaume de la rédaction, eh bien lire beaucoup, rédiger peut-être, se remettre à écrire quelques éléments, etc. Donc voilà, voilà comment anticiper ce changement de vie qui se met en place parce qu'encore une fois, c'est un grand pas entre le statut de lycéen et celui d'étudiant. Voilà, moi j'ai fini ma présentation et je me soumets à vos différentes interrogations maintenant. Alors, on a Sonia qui demande quels sont les critères de la sélection en fin de licence pour le master? Alors tout dépend des masters. En général, il y a une sorte de cumul entre les résultats académiques, mais les résultats académiques prennent une place assez conséquent, hein, donc vos résultats académiques sur les 3 années de licence. On va regarder également si vous avez une spécialité particulière au sein de ce master, si au cours de vos années de licence, si vous aviez la matière, comment vous avez réussi dans cette matière. Donc c'est les moyennes des 3 années de licence. Pour les spécialités, la matière qui domine dans cette spécialité. Et on va regarder au-delà du dossier, on va dire académique, peut-être les à côté, mais encore une fois, on va dire les pourcentages parfois sont très disproportionnés, hein. Parfois, le dossier académique, c'est 90 à 100% du choix dans la sélection, et dans d'autres, c'est 50-50. Et dans les 50 restants, ça peut être est-ce que j'ai déjà fait des stages dans le domaine auquel je veux désormais, dans lequel je veux désormais poursuivre mes études. Est-ce que j'ai fait, est-ce que je parle plusieurs langues? Je travaille à l'international, est-ce que je maîtrise, plusieurs langues me permettant justement de travailler à bon escient à l'international? Est-ce que je me suis engagé également dans des milieux associatifs? Voilà, c'est tout un des éléments qui font l'à côté, du dossier académique, et encore une fois, la pondération, dépend, de la commission de sélection du master. Chaque master va, déterminer un petit peu comment il réfléchit sa sélection. Est-ce qu'il, met tout le paquet, on va dire, sur le dossier académique, ou est-ce qu'il regarde également, d'autres points, les stages, et cetera? Voilà. Mais c'est pour ça, pardon, je poursuis un tout petit peu sur mon développement. C'est pour ça que c'est extrêmement important de commencer dès la première année à travailler véritablement, on va dire à fond, tout simplement parce que dès la première année, vos résultats comptent pour la sélection en master. Donc là, il faut vraiment avoir ça désormais en tête. Avant, licence, master 1, on y allait sans difficulté. Désormais, il y a cette sélection, et donc dès la première année, il faut avoir des résultats conséquents pour envisager, et je trouve que c'est un petit peu horrible parce que dès la première année, on est déjà dans l'optique du master derrière. Alors, on n'a pas forcément le choix de choisir le master, hein, bien évidemment, hein, mais c'est pour, en ayant les meilleurs résultats possibles, c'est pour se donner toutes les chances d'aller dans le master que l'on souhaite qu'il faut avoir ces meilleurs résultats. Voilà, j'ai fini sur ce point. Merci. Nous avons une question de Vanessa qui dit: Bonjour, ma fille est en section BI2S pour faire un bac international. Elle n'a pas de cours de français, mais a des matières qui sont en français. Elle est très bonne élève et souhaite continuer ses études. A-t-elle des chances de pouvoir entrer dans un cursus universitaire? Merci. Alors, il faudrait que vous vous rapprochiez j'ai perdu le nom des différentes. Ah là 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 là, pardonnez-moi. Du, des différentes structures qui s'occupent justement de ce type de profil.
Si les matières qui sont étudiées en français, sont des matières, on va dire, fondamentales, français, histoire-géographie, philosophie, elle a des chances quand même de pouvoir suivre à l'université, convenablement. Mais, il faudrait peut-être, commencer par une sorte de mise à niveau en français pour pouvoir poursuivre. Mais franchement, si les matières fondamentales sont en français, je me poserai pas trop de questions. J'espère avoir répondu et il faut que je retrouve d'ici la fin de cette intervention, la personne, enfin la structure auquel je fais référence et qu'il faudrait contacter et si je ne la retrouve pas, n'hésitez pas à envoyer un mail peut-être et j'arriverai après cette présentation à retrouver le nom de la structure. Pardonnez-moi tout du moins. Mais voilà, si les matières fondamentales sont en français, ça devrait aller. Alors, on a Emma qui pose la question: quel est le plus grand nombre de places disponibles dans un amphithéâtre? Ouh bah, ça dépend des amphithéâtres. Au sein de l'université dans laquelle je suis, on a des petits amphithéâtres d'une centaine de places et on peut monter jusqu'à, 1 600, ouais, je crois le grand amphi, je n'ai jamais compté le nombre de places, on va dire, il y a peut-être 2 000 places. Mais vous êtes réellement, rarement en première année dans un très grand amphi. En général et pour parler avec, différents collègues, les plus grands amphis que l'on a en première année, c'est en général des amphis de 600 places. Voilà. Ce qui fait déjà, vous allez me dire, beaucoup, mais on le vit relativement bien, même au contraire, ça devient une sorte de seconde famille, l'amphithéâtre. Donc, voilà, on peut aller d'une centaine de places à plus de 2 000 places, mais en général, retenez en moyenne 600 places. Voilà. Alors, on a, une autre question, de Emma toujours, qui pose la question: si les stages ne sont pas disponibles ou très durs à trouver dans le milieu dans lequel on veut aller, comment faire? Le premier réseau, on va dire, qui s'offre à vous, bah, c'est le réseau justement d'Amphi, hein. Je dis aux étudiants, votre premier réseau professionnel, bah, c'est votre voisin, d'à côté qui lui peut-être a, des connaissances, professionnelles dans la matière, qui vous intéresse. Donc, c'est un réseau tout d'abord à travailler au sein même de l'amphithéâtre, hein. Comme moi je l'ai indiqué au tout départ, personne dans ma famille, n'avait fait du droit, donc je n'avais absolument aucune connaissance, et aucune personne pouvant, m'aider à trouver un stage dans ce domaine. Alors, par le biais d'une tante qui connaissait notamment un notaire que j'ai pu, faire un stage chez un notaire. Alors ne me voyez pas s'il y a, des notaires, parmi vous, mais, après avoir fait mon stage chez un notaire, je me suis dit: «Tout sauf notaire». Mais tout alors le notaire avait été extrêmement agréable, les clercs de notaire également avaient été, extrêmement, gentils et cetera. Mais voilà, ça je ne trouvais pas, mon épanouissement intellectuel dans ce domaine-là. Donc, c'est les stages vous permettent au moins de savoir si, d'un point de vue professionnel, ça vous intéresse ou pas. Donc si vous n'avez pas cette possibilité dans votre, on va dire, bassin familial, de trouver, un stage ou quelqu'un pour aider à trouver un stage, vous avez l'amphithéâtre, vos collègues, de formation et vous avez dans toute université ce qu'on appelle un bureau d'aide à l'insertion professionnelle et ce bureau d'aide à l'insertion professionnelle est là justement pour vous aider à trouver des stages. Alors malheureusement, on ne peut pas pourvoir, des stages pour tous nos étudiants, mais on aide au tout du moins à la lecture de CV, lettre de motivation et on vous donne, des petits conseils justement, pour trouver ces, stages. Donc, 3 biais on va dire, les connaissances familiales et autres, votre, environnement, d'études et également, le bureau d'aide à l'insertion professionnelle qui est là pour vous aider. Peut-être encore une ou 2 questions? Oui, alors nous avons une question de Sonia. En anticipant de manière intellectuelle, vous nous avez indiqué que se préparer en prenant des cours avant d'entrer à l'université ne sert à rien, mais qu'il fallait plutôt se documenter sur notre domaine qui nous intéresse. Est-ce le même cas pour les prépas avant d'entrer en fac de médecine? Ah, c'est particulier. Ça par contre, là sur ce domaine-là, je parlais d'un point de vue très généraliste où ça ne servait pas, on va dire à grand chose. Pour les prépas, l là je vous invite à aller sur, de prendre contact avec les différentes facs de médecine, qui, peuvent mettre en place elles-mêmes des prépas avant de se lancer dans les études, de santé,
avant. Là, par contre, je vous invite à vous rapprocher d'elle parce que je ne pourrais pas répondre à cette interrogation d'un point de vue très spécifique. Pardonnez-moi. Mais d'un point de vue général, non. Vos sociaux, etc., ne prenez pas des cours anticipés. L'heure de la fin du live est venue. Peut-être une dernière question s'il y en a encore une? Oui, on en a une. Alors, c'est une question de Sonia. En anticipant de manière intellectuelle ah non, ça vous venez de le dire en fait. Si les stages ne sont pas disponibles ou très durs, on y a répondu. Non, en fait, je crois qu'on a tout répondu. C'est bon. Bah, c'est parfait Oui, je alors. confirme, on a tout dit. Eh ben, c'était, j'espère avoir été un peu utile. En tout cas, merci d'avoir suivi ce live. Merci à Céline Combette. Comme je vous l'ai dit précédemment, à la fin, du webinaire, vous recevrez un mail avec l'enregistrement, le lien du MOOC en question, et d'autres ressources. Merci encore. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir. Merci à vous.